Bienvenue à vous, cher aîné, Monsieur Henri Désiré Nzouzi. Merci de m'accueillir. Enfin, on se retrouve. Il était temps. Oui. Monsieur Henri Désiré, j'ai parcouru votre histoire et là, ça se voit que vous avez fait les études en économie. Alors, fiscalité, économie, journalisme aussi. Mais non, journalisme, c'était pas mentionné. C'est pas mentionné parce que bon, voilà, ce n'est pas toujours nécessaire de le mentionner, même si c'est vrai que ça peut servir, mais au départ, c'est vrai que j'ai une formation en économie. De formation en économie. Vous avez même pris de diplôme. Tout à fait. Mais pourquoi vous avez choisi le domaine d'être journaliste? Mais vous savez, il y a des circonstances qui vous amènent parfois dans des domaines que vous ne ciblez pas. Des circonstances, vous avez dit positives ou négatives? Non, positif, je dirais, parce que vous avez des situations dans lesquelles on a besoin de votre concours, on sollicite peut-être votre aide. Je n'ose pas dire expertise, parce que c'est un bien grand mot. Mais je serais tenté de dire que finalement, tous les chemins mènent à une profession, à une situation au cours de laquelle vous avez l'opportunité de pouvoir déployer l'étendue de vos connaissances ou de votre talent, ça dépend. C'est en quel moment, quel but que vous vous êtes rendu compte? Mais quand on a commencé à me demander, par exemple, de prendre la parole en public pour présenter telle ou telle personne, pour animer un débat, et de fil en aiguille, effectivement, on y prend goût et finalement, ça devient presque une marque de fabrique. Et puis, naturellement, vous vous retrouvez à analyser des situations de crise parce que vous êtes un observateur de ce qui se passe un peu partout dans le monde et vous avez la possibilité comme ça de pouvoir éclairer sur ce qui se passe. 2 mots-clés pour les gens qui veulent s'exprimer en public. Je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de simplicité, d'humilité et être dans une capacité d'anticiper à tout moment, parce que vous pouvez être pris de court et ne pas être déstabilisé par quelque chose qui surviendrait à un moment où vous vous y attendez le moins. Monsieur Henri Nzouzi, on a souvent l'habitude de dire que les Africains ne sont pas du tout amoureux de la lecture. Vous confirmez cela? Je ne peux pas confirmer cela. Disons que la lecture est devenue, bon, évidemment avec le développement des nouvelles technologies, c'est un peu différent. Mais avant l'arrivée des nouvelles technologies, la lecture pouvait être considérée comme, disons, onéreuse pour certains jeunes, étant donné le niveau du système éducatif qui n'a pas toujours mis la lecture. Mais là, on mentionne pas le jeune, on dit oui, les Africains. Même de manière générale, en fait, l'accès à la lecture n'est pas toujours facile. Il faut en tenir compte, ça c'est très important. Vous n'avez qu'à voir le nombre de bibliothèques qu'il y a dans les pays africains. Certains s'en sortent beaucoup mieux parce qu'il y a, de la part des autorités, une volonté de pouvoir investir justement dans l'éducation, dans la culture, dans les loisirs. Et là, ça pose pas vraiment de problème. Mais lorsque vous êtes dans une société où les gens ont d'autres préoccupations, d'abord la survie au quotidien, et c'est une réalité qui est très dure, c'est parfois difficile de concilier cette exigence avec celle de pouvoir lire, s'informer, etc. Mais aujourd'hui, tout cela a changé parce que avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, il est possible de s'informer à moindre frais. D'ailleurs, ceux qui s'informent sont eux-mêmes en capacité d'informer. Et ça change beaucoup de choses. Mais en tant qu'un ancien diplomate, je pense que vous avez assez de matière. Comment est-ce qu'on peut donner encore l'envie à la population congolaise, à travers le livre, la lecture, d'aller lire, surtout à la bibliothèque, parce que c'est peu fréquenté? Effectivement, encore une fois, c'est une question de volonté politique et d'investissement. Maintenant, il est tout à fait possible de mettre en place des mécanismes, et là je pense évidemment à des programmes éducatifs, ou plus simplement à des programmes qui permettent au plus grand nombre d'être informés en temps et en heure de ce qui se passe. Vous savez, on est dans un monde interconnecté, globalisé, mondialisé. Nous n'avons plus, j'allais dire, d'îlots totalement isolés, de citadelles assiégées, coupées du monde. Ce qui se passe chez notre voisin nous affecte et inversement. Et donc, il est important de se tenir informé, de savoir ce qui se passe et de savoir aussi discerner le vrai du faux. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu presque une mode, presque un passage obligé. La désinformation, c'est un mode de communication, malheureusement, orienté
vers des buts inavouables. Et il faut combattre aussi ce phénomène pour faire en sorte que l'opinion, en général, reçoive la bonne information. Dernièrement, vous avez fait plusieurs interviews sur le développement de l'Afrique. Alors, dites-nous un peu, comment est-ce que vous pensez développer l'Afrique? Alors, c'est important de donner la parole à des gens qui ont des choses à dire et qui sont sur des projets qui, précisément, créent les conditions de ce développement. Le jeté diplomatique est orienté dans ce sens-là. C'est donner la parole aux acteurs de la vie internationale. Alors, ce que l'on entend par acteurs de la vie internationale, ce sont ceux qui, par leurs agissements, par leurs activités, impactent la marche du monde. Ce sont les États, bien évidemment, ce sont les missions diplomatiques, c'est le système des Nations Unies, ce sont les multinationales, ce sont les institutions financières internationales, c'est aussi les diasporas. C'est très important de le savoir. Quand on regarde les remittances, ou si vous voulez, les transferts de fonds qui partent de l'Europe ou de l'Afrique, de l'Amérique ou de l'Asie à destination de l'Afrique, on se rend compte qu'il y a des pays qui sont en pointe. On connaît l'Égypte, le Nigeria, qui ont plus de 20 milliards de transferts chaque année. La RDC est à 2 milliards, c'est énorme. Et quand vous prenez cette somme comparée au budget de l'État, je rappelle que le prochain budget, celui sur lequel on travaille à l'heure actuelle, avoisinera les 15 milliards. Donc avec 2 milliards d'envois de transferts, ça veut dire quelque part que nous avons une capacité de pouvoir bénéficier de cette manne qui représente en fait un certain pourcentage non négligeable par rapport au budget. Lorsque le budget de l'État était encore à 6 milliards et que les montants étaient de 2 milliards, nous calculons ça très simple. Ça veut dire que 30% du budget de l'État, en fait, correspond aux envois de fonds des Congolais de l'étranger. C'est extraordinaire. Vraiment. Vous êtes économiste, vous êtes également ancien diplomate. Confirmez-vous ce propos de « Un homme ne peut pas faire la lecture avec la faim dans le ventre ». Vous posez une question piège. On dit généralement, je crois que c'est ventre affamé, la pointe d'oreille. C'est l'expression qui est souvent utilisée. Ce que vous venez d'évoquer. Moi, je l'ai formé autrement. À travers l'Afrique, comment est-ce que la population congolaise le raconte, Je crois que il faut savoir où l'on va. Oui. Et si vous voulez avancer, vous devez avoir la bonne information. Si on ne vous dit pas que c'est à gauche ou à droite que vous devez aller, ou au milieu, vous allez droit dans le mur. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de balises, un minimum de repères, indépendamment de votre situation. Il faut être en capacité de surmonter certains obstacles pour pouvoir arriver à un objectif. Et c'est ça qui est important. D'ailleurs, beaucoup vous le diront, seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut mutualiser tout simplement les efforts pour pouvoir atteindre cet objectif. Préparez-vous votre feuille de route pour se lancer dans la politique congolaise? Non, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. L'engagement politique ne m'intéresse pas du tout. D'abord parce que je pense avoir, j'ai le sentiment en tout cas d'avoir déjà fait ma part. J'ai pris part à des moments importants de l'histoire de ce pays, notamment en négociant en qualité d'expert plusieurs accords dans la sous-région. Là, je vous parle de mon passé de diplomate, qui remonte à maintenant plus de 20 ans. Non, je pense être beaucoup plus utile dans la promotion de l'image du pays à l'international, c'est-à-dire veiller à ce que la perception que l'on a de la RDC s'améliore, avec bien évidemment un certain nombre d'avantages que nous pouvons offrir aux investisseurs. Accrochons-nous à l'image de l'international vers l'Afrique. Que pense réellement l'attractivité du pays, les Européens face aux Congolais? Parce qu'il y a une forme d'image d'épinal qui circule. La perception que l'on a de l'Afrique en général et de la RDC en particulier, c'est les crises à répétition, les conflits, la misère, etc. Donc il faut sortir de cette image-là et proposer, comme le disent certains maintenant, un nouveau narratif. C'est-à-dire des perspectives, une vision nouvelle. Pensez-vous que ça va marcher? Ça peut marcher et ça doit marcher. On n'a pas le choix. Ça doit.
Les deux, parce que il y a une exigence aujourd'hui à l'international. Vous avez remarqué aujourd'hui que même quand vous investissez dans votre propre pays, même quand vous entreprenez, vous n'échappez pas aux standards internationaux. Si on vous dit que pour pouvoir vendre tel ou tel produit, vous devez réunir telle ou telle condition, il faut réunir ces conditions-là. Si vous ne les réunissez pas, vous ne vendrez pas. Donc on est dans un monde de plus en plus exigeant, de plus en plus compétitif, et nous ne pourrons pas être à la traîne. Nous devons nous adapter, ou sinon, nous allons disparaître. Et ça, c'est quelque chose de non négociable. La situation énergétique est très, très, très mal vue à l'international. Que pensez-vous? Alors, c'est une situation qui est inhérente à la crise que connaissent les Européens à travers la guerre en Ukraine, évidemment, et qui impacte fortement. Le problème de carburant. Entre autres choses, parce qu'il y a aussi le problème de gaz, mais il y a aussi d'autres problèmes annexes, des dégâts collatéraux. Vous savez que l'Afrique devrait être en capacité d'arriver à une forme d'autosuffisance alimentaire, dépend encore largement de beaucoup d'exportations, notamment les céréales, le blé qui vient d'Ukraine. À partir du moment où les chaînes d'approvisionnement sont interrompues, à partir du moment où il y a des entraves pour qu'il y ait une exportation vers certains pays africains, ça pose problème. Mais à l'inverse, on ne peut pas rester dans cette posture et se contenter de dire que tout va mal. L'Afrique est suffisamment riche aujourd'hui sur le plan agricole que pour mettre en avant et en valeur son propre potentiel. Et moi, je pense que nous devons, à ce niveau-là, changer de paradigme et créer peut-être des conditions d'une plus grande mutualisation des efforts entre États pour pouvoir arriver à cet objectif d'autosuffisance alimentaire. En vue de votre expérience, comment voyez-vous l'Afrique de ce pays, précisément la République démocratique du Congo, s'annonce déjà? Alors, la RDC, qui connaît depuis maintenant quelques années un taux de croissance appréciable et sur une bonne trajectoire, il faut simplement que l'économie se diversifie. Nous dépendons encore beaucoup trop des industries extractives, donc du secteur minier. Il faut peut-être utiliser d'autres leviers, et évidemment le développement de l'agriculture. Nous avons aussi au niveau de l'environnement, de l'écosystème, la possibilité de créer des activités vertes, écologiquement responsables. Cela peut effectivement nous aider. Il y a aujourd'hui une prise de conscience par rapport à la menace qui plane à cause du dérèglement climatique et par sa position géographique, la RDC, par sa biodiversité, son écosystème, ne demande pas mieux que de pouvoir protéger encore plus ses forêts, ce qui aura un impact intéressant pour le reste du monde. Mais cela demande des moyens. Ces moyens doivent pouvoir être dégagés. À nous de faire ce plaidoyer de manière à ce que nous puissions... Deux conseils. Pouvez-vous donner 2 conseils aux autorités d'Afrique? Je ne fais pas seulement référence ici en RDC, mais en Afrique. Et penchez-vous un tout petit peu à la situation de l'Est du pays. Alors, la première, c'est de devoir envisager des solutions internes sans dépendre de l'extérieur. C'est un processus qui peut prendre effectivement du temps, mais nous devons être en capacité de proposer nos propres solutions et de ne pas trop attendre de l'extérieur, des partenaires, fût-il en fait des anciennes colonies ou voilà. Donc nous devons être en capacité de pouvoir trouver nos propres solutions aux problèmes qui nous concernent. Et la qui nous range. Mais nous avons un problème, c'est celui de pouvoir identifier très clairement le problème. Parfois, on mélange tout. Okay. Et nous devons faire preuve de discernement pour que les bonnes solutions sont proposées afin de résoudre les problèmes qui se posent avec acuité. Parce que sinon, le risque, c'est que le remède finisse par s'avérer pire que le mal. Et c'est là, je pense, qu'une prise de conscience nous paraît nécessaire et indispensable pour cheminer vers cet objectif. Quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse francophone? C'est avoir foi en l'avenir, ne pas être pressé, parce qu'aujourd'hui on nous propose des modèles de développement ou des images où la réussite est présentée comme une fin en soi, mais cette réussite nécessite des sacrifices quelquefois. Et donc, tant que les jeunes n'accepteront pas de souffrir un peu,
Parfois, cette souffrance leur est imposée, je peux le comprendre, mais dans la construction d'une trajectoire de vie, les obstacles vous forgent un caractère. Et je pense que certaines épreuves gagnent à être, j'allais dire, franchies pour pouvoir s'endurcir et surtout prendre la pleine mesure de la valeur de la vie, en fait, et ne pas sombrer dans la facilité. Ok. Et un conseil aux parents? Les parents sont dans leur rôle, je dirais. Vous affirmez cela? Oui, les parents sont dans leur rôle, parfois excessif, mais ils sont dans leur rôle. Je pense que tout parent responsable n'a qu'un seul objectif, c'est protéger leurs enfants, leurs intérêts, bien évidemment. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident parce que les problèmes à caractère sociaux, les difficultés de la vie font que parfois il y a des problèmes qui finissent par opposer les parents et les enfants. Et globalement, je pense que les parents sont dans le rôle aux enfants de pouvoir s'en rendre compte et de ne pas toujours tenir rigueur aux parents, même lorsqu'ils peuvent se montrer excessifs sur certaines choses. Merci à vous, Monsieur Henri Désiré Nzouzi, de nous accorder ces instants sur Afrique Avenir, dans un agenda bien chargé, j'imagine. Oui, mais au boulot, hein. On continue. Merci de m'avoir accueilli. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était votre interview Afrique Avenir. À très bientôt.